Bonsoir, bienvenue sur TV78 pour le 7-8. C'est votre émission pour bien démarrer la soirée dans les Yvelines avec au programme de l'actualité, des infos pratiques et des idées de sortie. Voici le programme de ce 6 février. Une semaine décisive pour le gouvernement sur la réforme des retraites. Le projet de loi est examiné depuis cet après-midi par les députés à l'Assemblée nationale et demain, une troisième journée de mobilisation contre le texte se déroulera à l'appel d'une intersyndicale. Quelles perturbations sont à prévoir? On fait le point dans cette édition. La députée Renaissance des Yvelines, Natalia Pouzirev, sera d'ailleurs avec nous pour parler de ce sujet, mais aussi d'un autre. Elle organise ce jeudi une conférence débat sur la fin de vie. Ce sera à Saint-Germain-en-Laye en présence d'une ministre, d'élus, mais aussi d'intervenants du monde médical et associatif. La Convention citoyenne sur le sujet doit rendre ses conclusions en mars. Et puis le Football Club de Versailles n'est plus leader du championnat national, et ce après la première défaite en 2023, sa première défaite en 2023, 3-1 contre Bourg-Péronat vendredi. Les Yvelinois restent néanmoins au contact de la première place à 2 points seulement de Martigues. Nous reviendrons sur ce match et nous parlerons de la saison en cours réussie pour le moment avec le défenseur du FC Versailles, Thibaut Jacques, qui sera notre invité. D'autres résultats sport aussi à venir avec vous, Nicolas Dandry, bonsoir. Bonsoir Grégory. Vous remplacez une deuxième fois Mickaël Elmidoro qui décidément est aux abonnés absents sur la chronique sport de ce lundi. On va parler de quoi dans les résultats sport aujourd'hui? Oui, ils n'étaient pas aux abonnés absents les trappistes ce week-end parce que ils ont gagné face à Garenne-Colombes. 1-0, une victoire dans la douleur quand même. On parle de football. C'est du football exactement, de la Régionale 2. Et puis je vous parlerai aussi de rugby. Le rugby yvelinois se porte plutôt bien. Ou encore de basket. Et là, à Trappes, ça va pas très bien. On verra tout à l'heure le score face à Orléans, mais il est assez lourd. Et également des invités sur cette partie sport. Oui, effectivement, nous recevons le président Jean-Pierre Rouillet de l'USM Viroflay qui va nous parler du cross de la Sablière, et puis Alan Brachet, un vainqueur 2022 du cross de la Sablière. Alors Jean-Pierre Rouillet, en quoi consiste ce cross? C'est un cross-country classique qui existe depuis 1977 à Viroflay. On fête cette année la 41e édition. Donc c'est ouvert à tous, aux enfants, à partir de 7 ans jusqu'aux adultes. Il y a 6 ou 7 courses, donc 2 courses adultes, un cross court et un cross long. Et donc on accueille aussi les sportifs en situation de handicap avec 6 géolettes cette année. Et donc effectivement, tout ça dans la bonne humeur. Et on espère le beau temps dimanche. On en parle dans un instant. Tout est prêt, Alan, pour cette 41e édition? Oui, tout est prêt. Du coup, tout le monde est au qui-vive, sur le qui-vive pour que tout se passe bien. Et on espère du coup le beau temps, comme dit Jean-Pierre. Et en plus, elle est bien placée dans la saison entre les régionaux de cross et les LIFA de cross. Donc j'espère que tout le monde sera présent. On en dit un peu plus dans un instant. À suivre aussi les informations du jour. On fera le point aussi sur les perturbations prévues pour la journée de demain, journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Ce sera avec vous tout à l'heure, Céline Charles, bonsoir. Bonsoir. Avec des perturbations, on s'attend encore à une journée difficile oui, demain. C'est encore une journée de mobilisation massive qui va porter son lot de perturbations, notamment plutôt dans les secteurs du transport et de l'éducation. On fera le point en fin d'émission. Voilà, vous connaissez le programme. Avant de commencer, petit coup d'œil à la météo de demain. Retour du froid dans les Yvelines, il faudra vous couvrir et aussi peut-être gratter votre pare-brise demain matin, mais le soleil sera de la partie. Il fera 0 degré à Mantes-la-Jolie, Versailles et Houdan, et même moins 1 degré à Rambouillet dans le sud du département. Dans l'après-midi, toujours le soleil et le froid. C'est toujours un poil plus frais à Rambouillet avec 4 degrés, 5 degrés sur le reste du territoire. Et ce mardi 7 février, nous fêterons les Eugénies. Et comme à chaque édition du 7-8, le point sur les informations du jour, ce qu'il faut retenir de l'actualité yvelinoise de ce lundi 6 février, c'est avec Gabriel Gontier. Le quartier de la Clé-Saint-Pierre réaménagé et végétalisé à l'horizon des JO de Paris 2024. Vendredi 3 février, Jean-Michel Fourgousse, maire d'Elancourt, a signé un contrat d'aménagement régional. C'est de donner un grand souffle aussi à ce quartier, dans la rénovation, dans la modernisation, dans la meilleure adaptation aux questions que nous posent nos administrés. Donc c'est un grand projet. Alors bien entendu, tout cela c'est extrêmement poussé aussi avec l'arrivée des JO. Parmi les transformations prévues pour 2023, les réaménagements paysagers du premier rond-point avenue Maurice Dassault sur le thème des Jeux ou encore celui de la place de Berlin et le fleurissement du second rond-point. Le coût total est estimé à 4 millions d'euros hors taxes, dont 1 million financé par la région.
Si la région ne venait pas accompagner toutes les communes d'Île-de-France, eh bien beaucoup seraient amenés à ne plus investir, à ne moins investir. Une commune qui n'investit plus, une commune qui n'est plus attractive. Et puis je rappelle également que nous sommes dans un pays où 70% d'investissement public, c'est les collectivités locales. Le jour où les collectivités locales n'investissent plus, c'est l'économie qui est en panne. La Croix-Rouge se modernise et regroupe ses activités. Samedi 4 février avait lieu l'inauguration des nouveaux locaux de l'association à Guyancourt en présence du président national. Le but, regrouper toutes les activités sur un même site. Après les journées de grève des 19 et 31 janvier, la mobilisation continue contre le projet de réforme des retraites. Vendredi 3 février avait lieu une manifestation au flambeau à Mantes-la-Jolie, Poissy, Versailles et Rambouillet, organisée par la CGT et l'intersyndicale départementale des Yvelines. Les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation le mardi 7 février. 55%, c'est le taux de participation aux élections municipales à Buchelay ce dimanche. Stéphane Tremblay, qui assurait l'intérim depuis décembre dernier après la démission de Paul Martinez, a été élu. La liste du candidat sans étiquette a récolté plus de 60% des voix. Il devance largement ses adversaires Fad Ghazouani et Safia El Manani. Et on termine avec notre image du jour. L'Europe était à l'honneur ce matin au lycée Jean d'Albert de Saint-Germain-en-Laye. L'eurodéputée Marie-Pierre Védrenne est venue à la rencontre des lycéens. Au programme de la matinée, des discussions sur différents thèmes européens. Et si vous aussi, près de chez vous, vous êtes témoin d'une information, d'un fait qui vous fait réagir, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Alors vous l'avez entendu, l'une des informations à retenir, on est à la veille de cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On va reparler de ce sujet dans un instant avec les prévisions en termes de perturbations, et Natalia Pouzirev sera notre invitée à partir de 18h30. Elle est actuellement dans l'hémicycle puisque le projet de loi est examiné depuis aujourd'hui par les députés à l'Assemblée nationale. Avant cela donc, on ouvre tout de suite dans le 7-8 une page sport. Et on va parler de course à pied, on le disait avec nos invités, avec Nicolas Landry qui est toujours avec moi en plateau ce dimanche. C'est le 41e cross de la Sablière. C'est à partir de 9h30 du côté de la commune de Viroflay au programme des courses pour les enfants, un 6 km, un 11 km. Et il y a une course pour les enfants, il y a également un 6 km et un 11 km. Voilà, donc 3 courses au programme. Et pour nous en parler, je le disais et on le disait tout à l'heure, il y a 2 invités avec nous en plateau. Jean-Pierre Rouillet qui est le président de l'USM Viroflay, qui organise bien sûr ce cross de la Sablière, et également Alan Brachet, triathlète de 25 ans. On le disait tout à l'heure, tout est prêt à quelques jours de l'événement. Là, on est dans les starting blocks. Tout est prêt. Il y a 4 courses enfants. Et pas une, mais une course cross-court, une course cross-long en supplément, forcément. Donc 4 courses enfants, oui, un 6 km, un 11 km. Voilà, c'est ça, pour les adultes. Donc à partir de 9h30 pour les plus petits dimanche matin. Et toute la matinée. Donc aujourd'hui et ce soir, on est à 700 déjà inscrits en ligne. On peut encore s'inscrire jusqu'à jeudi soir en ligne. Et après, vendredi, samedi, éventuellement dimanche, au siège du club ou sur place directement, dimanche matin, un quart d'heure avant le début de la course. Sachant qu'il vaut mieux s'y prendre un peu à l'avance parce qu'il y aura, je pense, beaucoup de monde. On essaye cette année de battre les 1100 participants. On était à 1096 l'année dernière. On essaierait de battre ce record cette année, sachant que je pense qu'il va faire beau, froid mais très beau, et le parcours n'est pas trop boueux. Donc je pense que tout est en place pour que ça fasse une bonne course dimanche et de bonnes performances pour tout le monde. Tous les voyants sont ouverts. Nicolas, voilà. Alors justement, vous parlez, on annonce des températures assez froides. Comment on se prépare face à la fraîcheur, Alan, sachant que voilà, on est toujours en hiver et forcément il faut habituer le corps à cette température. Ouais, exactement. Du coup, pour se préparer, ce qu'il faut, c'est un bon échauffement. Donc peut-être que l'échauffement il durera plus longtemps que s'il fait chaud. Donc réussir à se chauffer peut-être pour ceux qui vont faire le cross court et le cross long 30 minutes au moins minimum avant la course. Et si le corps est chaud dès le départ, il sera habitué et du coup il n'y aura pas de problème pendant la course. Vous le disiez tout à l'heure, Alan, dans le calendrier, il est très bien placé cet événement. Tout à fait. Là, le week-end dernier, c'était les régionaux de cross. Donc le week-end prochain, il n'y a pas de compétition au calendrier, pas de cross, au niveau de la fédération en tout cas. Et les LIFA, donc les interrégionaux, la semaine d'après, donc dans 2 semaines.
Alors vous dites que le parcours va pas être trop boueux. Justement, quel est-il ce parcours? Est-ce qu'il y a, de l'altitude? Est-ce que c'est un parcours compliqué ou pas? Oui, parce que d'abord il est entièrement boisé dans la forêt de Meudon, donc c'est quand même assez rare. Et puis il est aussi accidenté parce que quand on monte de Viroflay vers Lizy, tous ceux qui connaissent un petit peu du côté de Porchefontaine, c'est quand même assez pointu. Et il y a quand même de sacrés moments à passer. Et donc le cross, le parcours, je pense, est assez varié et très intéressant. 41 éditions, comment on arrive à se renouveler chaque année? C'est difficile pour un tas de raisons, y compris sur le plan du budget, parce qu'effectivement, c'est de plus en plus coûteux et de plus en plus difficile d'organiser un tel événement. Il faut beaucoup d'accords, l'accord de l'ONF, l'accord de la Croix-Rouge, l'accord de la police, les accords municipaux. Il faut aussi beaucoup de communication pour attirer du monde. Ça ne se fait pas comme ça, donc c'est un travail de très longue haleine, très difficile, et surtout le jour même, il faut quand même au moins 60 bénévoles pour assurer l'événement, en plus des partenaires privés qui nous aident sur la sécurité, sur la santé, sur le chronométrage, et également les services municipaux qui travaillent déjà dans la semaine pour installer tout ce qui va avec, les barnums, les tables, les chaises, et puis forcément le parcours le jour même. Oui, c'est une grosse machinerie derrière tout ça. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, après 41 éditions, ce sera la 41e ce week-end, c'est l'un des plus gros événements en la matière en Ile-de-France, dans le département des Yvelines? Oui, je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, il y a moins en moins de crosses qui sont organisées d'abord en France et en Ile-de-France, compte tenu des difficultés que je viens d'évoquer, d'une part, et puis d'autre part, c'est de plus en plus compliqué, parce que je pense que c'est pas une machine qui se met en place automatiquement année après année, c'est chaque année, on met carrément les compteurs à zéro pour retrouver tout ce qu'il faut, des partenaires, un nouveau parcours, et tout relancer toutes les machines par rapport à la communication. Quel est votre objectif cette année? Vous avez gagné l'année dernière en 2022, déjà avec quel chrono? Et puis peut-être nous annoncer le chrono que vous visez cette année, si vous voulez pas dévoiler trop d'informations par rapport à la concurrence. Voilà, on accepte, mais voilà. Alors Jean-Pierre s'est un peu emballé, j'ai fini 3e l'année dernière. L'objectif de cette année, c'est de faire un meilleur chrono. De 1, de 2, d'avoir des meilleures sensations, et de 3, mon objectif sera au LIFA, parce que du coup j'ai fait les régionaux de cross et je suis qualifié au LIFA, donc l'objectif ce sera plutôt au LIFA pour réussir à décrocher une qualification pour les championnats de France. Et pour se préparer, pour être mieux, on imagine, c'est un entraînement toute l'année pour performer sur ce genre d'événement. C'est un entraînement à l'année? Oui, c'est un événement à l'année. Après, ma préparation elle se fait aussi pour l'été, pour la piste. Et je suis encore de 1500 et 800 depuis l'année dernière. Et je me suis mis surtout à l'athlétisme depuis que je travaille à Viroflay. Et donc la préparation hivernale, donc elle se prépare toute l'année effectivement, mais elle prépare aussi l'été. Une réaction par rapport à ce que disait Jean-Pierre sur les difficultés du parcours, quelles sont-elles? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il disait sur les points un peu difficiles de ce parcours? Oui, il y a des endroits très exigeants, donc même dès le début ça monte assez raide. Après avoir fait une montée assez raide, ça dure longtemps. Il y a une grande partie de plat, donc c'est un peu un soulagement quand on arrive sur le plat, qui est assez longue, donc il faut réussir à relancer et à adapter sa foulée pour réussir à pas perdre de temps et à en gagner même. Et après ces grandes parties de plat, malheureusement, il y a des descentes et des montées avec beaucoup de cailloux, beaucoup d'endroits où il faut rester attentif parce qu'on peut se tordre la cheville facilement. Donc voilà. Et donc 4 courses, j'ai le bon chiffre pour les enfants, c'est-à-dire que c'est aussi un événement assez ouvert finalement, le but c'est aussi de l'ouvrir au plus grand nombre. Oui, bien sûr, parce qu'il faut transmettre effectivement vis-à-vis des plus jeunes, premièrement. Deuxièmement, c'est un événement familial, il y a beaucoup de familles qui vont participer ensemble. Il y a une famille, notamment la famille Guzian, qui sont je crois 5 ou 6 inscrits. Il y a tous les cousins, les parents, peut-être même les grands-parents. Moi je l'ai fait en 1978, mon fils l'a fait plus tard et j'espère que ma petite fille le fera bientôt. Donc sur Viroflay, c'est un événement presque culturel, tout le monde connaît le cross et depuis longtemps, et ça fait partie, au-delà de la compétition elle-même, c'est un événement familial sur un dimanche d'hiver où en fin de compte ce sera la fête du sport à Viroflay. On joint l'événement familier aussi à la solidarité, parce que pour la bonne cause il y aura une collecte de bouchons également qui sera effectuée pour les sur bouchons place. de l'espoir, parce qu'effectivement on accepte les sportifs en situation de handicap, on les accueille volontiers, et cette année on bat aussi un autre record. Il y aura 6 géolettes de 3 clubs différents, des dunes de l'espoir, des bouchons de l'espoir et de Fraterniteam qui est un club de Paris qui effectivement aura aussi une géolette, et donc effectivement tout le monde partira en même temps et tout le monde participera au cross dimanche. Ce sera la fête
personne ne sera écarté. Très rapidement, 1100 participants l'année prochaine, vous l'avez dit au tout début. L'objectif, c'est de faire plus. C'est faisable, vous pensez ? Oui, bien sûr que c'est faisable. C'est pas un objectif a priori, une obsession. Mais bon, c'est pour garder le bon cap, quoi. C'est un peu ça l'idée. Bon, après, effectivement, on pourra en accueillir un peu plus, mais après, au bout d'un moment, il y a aussi des organisations différentes. Il peut y avoir des dangers, notamment des bousculades de départ, des choses comme ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on a inscrit aujourd'hui, on organise plus de courses enfants pour éviter ce genre de problème. Bien sûr, toutes les informations sur le site du Cross de la Sablière à retrouver sur donc voilà, vous voyez, il s'affiche en bas de l'écran. Vous allez le faire, Nicolas, vous êtes prêt? Non, je serai pas prêt dimanche. Non, ça va être un peu compliqué. En tout cas, on retrouve toutes les informations. Merci à vous deux d'être passés en plateau pour en parler. Je rappelle, 41e édition de ce Cross de la Sablière ce dimanche à 9h30, c'est à Viroflay. On va ouvrir la page des résultats sport à présent, Nicolas, et peut-être juste avant, un petit mot sur un autre événement. On reste aussi dans la dépense physique. Peut-être que vous y serez à celui-là. Exactement, oui, parce que alors on a le choix, soit courir, soit faire du vélo, ou les deux, parce que vous connaissez le principe du bike and run. C'est la 10e édition de cette compétition du côté de Guyancourt, un événement organisé par le Triathlon Club Saint-Quentin en Yvelines. Ce sera aux étangs de la Minière, une course de 15 km pour les adultes à partir de 16 ans. Rendez-vous à partir de 10h au centre sportif des Trois Mousquetaires. Les inscriptions et les informations sur le site www.triathlon-sky.fr. Bon, l'animation ne s'est pas affichée, peut-être qu'on pourra la reproposer à nos téléspectateurs dans un instant, puisque j'ai contre-annoncé, je m'excuse auprès de la régie, effectivement, la page des résultats sport du week-end. C'est pour ça que je pense qu'ils ont été un peu perdus. Et on ouvre tout de suite cette page sport, Nicolas, avec des résultats rugby, puisqu'on jouait sur les terrains de rugby ce week-end. Effectivement, dans le championnat de Régional 1, ce week-end, 2 matchs à l'extérieur pour des équipes yvelinoises. L'Union Rugby Centre 78 s'est imposé sur le terrain de Créteil-Choisy. Une victoire 33-22. Du côté de Tremblay en France, Chevreuse s'est incliné face au club de Terre de France 21-17. Au classement, l'URC se place en 2e position dans la poule 1 et Chevreuse conserve sa première place dans la poule 2. Direction les parquets de basket, après les terrains de rugby, les parquets de basket. Exactement, Grégory. Les clubs de Centre Val-de-Loire ne réussissent pas aux Trappistes après leur défaite la semaine dernière à domicile face à Chartres. Trappes s'incline sur le parquet d'Orléans sur un score assez large, 90-62, 28 points d'écart. Au classement, les Saint-Quentinois pointent à la 6e place. Les Trappistes pourront se relancer à domicile ce samedi 11 février face à Bayeux. Bon, les meilleures nouvelles, on l'espère, en handball. Et effectivement, Grégory, une bonne nouvelle du côté de Montigny-le-Bretonneux, puisque les féminines ont dominé leur adversaire d'Ivry 29-21, une victoire face au 12e et dernier du classement. Les Unimontaines se classent à la 4e place à égalité de points avec Rosières-Saint-Julien. La prochaine rencontre est un adversaire direct pour Montigny-le-Bretonneux. Elles iront jouer le samedi 11 février à 3. On joue aussi dans les catégories masculines. Oui, 12e journée en demi-teinte pour le handball masculin en National 3. D'abord, une contre-performance à domicile de Houille, le Vésiné-Carrière 24-26 face à Saint-Mandé. De leur côté, les Plaisirois sont allés s'imposer en Bretagne du côté de Morlaix-Plougonven, le score 29-27. Les deux clubs sont situés respectivement à la 6e et à 8e place au classement. On ouvre à présent une page football dans un instant à suivre notre invité du FC Versailles, mais tout d'abord on parle de Trappes. Oui, l'invincibilité en 2023 se poursuit pour l'Étoile sportive de Trappes. Les Yvelinois se sont imposés 1-0 contre la Garenne-Colombes. Une victoire dans la douleur grâce à une solide défense. Les Trappistes peuvent poursuivre leur dynamique positive. Regardez. Les Trappistes reçus 3/3 en 2023. L'Étoile sportive de Trappes enchaîne avec une 3e victoire consécutive. Le résultat 1-0. Une rencontre difficile face aux valeureux joueurs de Garenne-Colombes. Les voisins des Hauts-de-Seine n'ont rien lâché jusqu'à la fin de la rencontre. Ça a été un match très difficile, très serré. Au final, les deux équipes ont beaucoup défendu. On réussit à trouver la faille sur une action collective. Très bonne action collective et on a réussi à marquer ce but-là qui a été important parce que je pense que la première équipe qui marquait sur ce match-là a gagné le match. Avec un score vierge à la mi-temps, la situation s'est débloquée en seconde période contre le cours du jeu. Garenne-Colombes se procure plusieurs occasions, dont 7 actions face au but. Juste après, grâce à un enchaînement collectif, Trappes ouvre le score 1-0. On voulait les attendre un petit peu bas, on a été surpris par la hauteur du bloc adverse et de ce qu'ils arrivaient à proposer dans le contenu du jeu. On a fait rentrer un attaquant avec un profil un petit peu différent qui pesait un petit peu plus sur la défense
dos au but. Je pense que ça nous a fait du bien, ça nous a permis de positionner le bloc équipe un petit peu plus haut sur le terrain. Jusqu'à la fin du match, Garenne-Colombes presse sans trouver la faille dans la solide défense des Yvelinois. Trappes s'impose et poursuit sa dynamique positive. Les automatismes commandent à prendre, une cohésion de groupe est née, donc que tout se passe mieux au sein du groupe. Maintenant, il va falloir travailler pour entretenir la dynamique positive et aller chercher tous les points qu'on peut aller chercher. Par rapport au début de saison, déjà on est beaucoup mieux et on est sur une bonne dynamique. La dernière défaite remonte au 10 décembre 2022 face à Houille. Trappes pointe à la 6e place au classement. Prochaine rencontre dimanche 12 février avec la réception de Conflans. Et on continue de parler de football, on monte de quelques échelons, Nicolas. Oui, effectivement, en national, Versailles-Cal face à Bourg-en-Bresse, une défaite sur le score de 3-1 avec une incidence au classement. Les Versaillais se font doubler par Martigues et le Red Star. Ils pointent à la 3e place à 3 longueurs de Concarneau et Dunkerque à la 4e et 5e position. Et on revient justement sur cette défaite avec notre invité par visioconférence, c'est Thibaut Jacques, joueur du Football Club de Versailles. Bonsoir Thibaut. Alors, on ne vous entend pas. Est-ce qu'on peut mettre le son en plateau ? Alors, on parlait il y a un instant, Nicolas venait de le dire, de cette défaite 3-1 contre Bourg-Péronat qui vous fait perdre. Du coup, c'est la principale conséquence au classement à cette première place du championnat national. Et c'était en plus face à votre ancien club. Est-ce que la défaite a été digérée il y a depuis cette déconvenue vendredi ? Oui, de toute façon, il faut vite passer à autre chose. Voilà, on a une échéance qui arrive vendredi. Donc le plus important, c'est de vite switcher et préparer absolument vendredi pour prendre des points. Effectivement, le championnat se poursuit dès vendredi avec la réception d'Orléans. On va en parler dans un instant. Alors, vous avez été mené assez rapidement dans ce match et même assez lourdement, 2-0 au bout de 24 minutes de jeu. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné face à Bourg-Péronat ? En fait, je pense qu'on a un petit peu payé cash les 2 grosses occasions qu'ils ont eues de suite. Et ils mettent 2 beaux buts et voilà. Après, on court après le score. On revient juste avant la mi-temps. Et malheureusement, ce penalty nous plombe un petit peu en deuxième mi-temps. Sinon, on était beaucoup mieux et on était vraiment à portée d'égaliser. Oui, parce qu'on rappelle les faits du match, vous étiez mené 2-0, il y a eu la réduction du score juste avant le retour au vestiaire de Jeremaine Lens, qui a marqué d'ailleurs un très beau coup franc, on a pu le voir dans les images, et effectivement le 3-1 de Bourg-Péronat en deuxième période, Bourg-Péronat qui a d'ailleurs fini la rencontre à 10, puisqu'il y a eu une exclusion en fin de match. Il y a eu alors peut-être un fait de match, vous allez nous dire si pour vous c'est un fait de match, si c'est anecdotique, 22e minute de jeu avec Kevin Famba qui a été stoppé de manière irrégulière par un défenseur bressan. On est juste avant le 2-0. Peut-être un pénalty pour Versailles ou pas. En tout cas, l'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas pénalty. Est-ce que vous estimez que c'est un fait de match qui a pu changer, peut-être un tournant du match qui a pu changer la suite de la rencontre, ou ça a été anecdotique selon vous ? Bah, forcément, c'est sûr que si on avait obtenu un pénalty à ce moment-là, ça aurait été bien. Et je pense que revenir à 1-1 à ce moment-là du match, ça aurait été important. Maintenant, voilà, faut pas se cacher derrière ça. Nous, on pense qu'il y avait penalty. Notre joueur aussi nous dit qu'il y a penalty. Maintenant, voilà, c'est une décision arbitrale, donc aussi plier et puis c'est comme ça. Nicolas ? Avec le match nul face au Puy lors de la 18e journée, cette défaite lors de la 19e journée, est-ce qu'il y a une dynamique qui est cassée ou finalement ça reste anecdotique ces 2 matchs ? La dynamique, forcément, avec la défaite, elle a été cassée. Maintenant, il faut vite repartir. Si on perd un match tous les 7 ou 8 matchs, je pense qu'on sera pas mal à la fin. Oui. Donc là, on a perdu. Ce qu'il faut, c'est enchaîner dès vendredi, aller chercher une victoire, aller prendre des points pour relancer la dynamique et repartir sur une série de matchs sans défaite. D'ailleurs, petite réaction sur ce but, je le disais, de Jeremaine Lens, un superbe coup franc, c'est son 3e but de la saison. On commence à sentir vraiment l'impact, en tout cas de l'extérieur. Vous allez nous dire si de l'intérieur il y a un vrai impact, mais on commence à ressentir de l'extérieur son impact sur l'effectif versaillais. On rappelle que c'est un joueur quand même qui a une grosse expérience derrière lui, international néerlandais, qui a aussi des matchs qui comptent, des matchs de Coupe du Monde à son actif. Et ça y est, il apporte vraiment quelque chose en plus dans cet effectif. Voilà, ça fait quoi d'avoir Jeremaine Lens comme coéquipier ? C'est forcément un atout. Alors voilà, peut-être que de l'extérieur, on pense que c'est que maintenant qu'il apporte quelque chose. Forcément, il enchaîne les matchs, donc il se sent de mieux en mieux. Mais voilà, depuis le début, il apporte son expérience, il apporte son calme,
c'est vraiment un super joueur, mais aussi une bonne personne. Donc pour le groupe, c'est positif. Et donc on va voir sur la suite de la saison le reste de son apport. Alors Nicolas le disait, hein, vous avez perdu du coup avec cette défaite la première place de nationale, mais tout est serré, hein, il faut le dire. D'ailleurs, en haut comme en bas du classement, hein, on rappelle aussi qu'il y a beaucoup de descentes à la fin de cette saison nationale, puisqu'à partir de la 13e place, on descend en National 2. Vous êtes seulement à 2 points de Martigues, qui est l'actuel leader. Vous vous dites quoi? Est-ce que c'est un coup au moral, parce que vous avez dit une dynamique cassée, ou finalement d'être aussi haut pour un promu, parce qu'on rappelle que Versailles a été promu à l'issue de la saison dernière, c'est déjà une très bonne chose à ce stade de la saison. Alors à ce stade de la saison, promu ou pas, c'est une bonne chose d'être là où on est. On aurait aimé garder cette première place, ça c'est sûr. Mais le plus important, c'est d'être le plus haut possible à la fin du championnat. Oui. Aujourd'hui, on a perdu 2 places, mais voilà, on est bien dans le coup. On a des matchs importants qui arrivent, à commencer par vendredi contre Orléans. Donc voilà, pour l'instant, tout tourne correctement, mais il ne faut pas se relâcher parce que, comme vous avez dit, c'est serré et il ne faut surtout pas prendre de retard. On a vu le classement s'afficher, Nicolas. Alors justement, si on voit le classement s'afficher, on voit que derrière vous, il y a Dunkerque et Concarneau. J'ai regardé un peu le calendrier. Hein. Vous allez à Dunkerque le 17 février, vous recevez Concarneau le 27 février. Donc là, on note déjà 2 matchs décisifs peut-être pour la fin de la saison. Et surtout, ce qui se passe aussi dans le calendrier de Versailles, c'est que Versailles recevra le Red Star le week-end du 28 au 30 avril, et votre dernier match de la saison, qui est le 22, entre le 22 et le 28 mai, ce sera à Martigues. Finalement, le suspense va durer jusqu'au bout de la saison pour vous. Hein. C'est sûr, peut-être que ça sera une finale au dernier match ou pas. Ça dépend de notre classement ou de leur classement à eux. Mais voilà, c'est un championnat compliqué. Comme je vous ai dit, il y a un gros mois de février. Vous l'avez souligné aussi, avec des gros adversaires. Donc il faut réussir à être placé jusqu'à fin mars, début avril. Et puis après, c'est sûr que les points, faudra les chercher partout pour obtenir une des 2 premières places. Vous avez connu Thibaut Jacques, une montée en Ligue 2, c'était avec Chambly lors de la saison, je crois, 2018-2019. C'est un objectif avoué aujourd'hui, cette montée, potentielle montée déjà en Ligue 2 pour Versailles, qui est déjà promu dans ce championnat national? C'est pas que c'est un objectif avoué, c'est juste qu'à un moment donné, Martigues, c'est pareil, ils peuvent pas dire aujourd'hui qu'ils jouent le maintien. Quand on est en haut du classement, on y prend goût et tout le monde se prend au jeu. Après, voilà, il y a encore beaucoup de matchs. Vraiment, ça sera fin mars, début avril que là, on pourra dire, bon, ben, on est dans les clous. Ben là, maintenant, on joue clairement la montée. Aujourd'hui, il y a des grosses échéances qui arrivent. Oui. Ça va être dur, mais voilà, si on arrive à rester en haut le plus longtemps possible, après, clairement, on sera là. On note quand même que Thibaut n'a pas prononcé la fameuse expression on prend les matchs les uns après les autres. Il y a quand même un objectif qui est annoncé en regardant la perspective d'ici fin avril. Une question justement, vous qui avez connu la Ligue 2, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Versailles a suffisamment de maturité pour aller jouer en Ligue 2? Oui, je pense. Déjà parce que beaucoup de joueurs ont connu ce niveau-là. Après, voilà, il faut. La Ligue 2, c'est comme le national, bah, forcément plus dur, mais voilà, il faut sans cesse se remettre en question. Donc, la vérité d'hier ne sera pas spécialement celle de demain. Donc, aujourd'hui, oui, il y a une bonne équipe, des bons joueurs qui, je pense, obtiendraient un maintien en Ligue 2. Maintenant, l'objectif pour l'instant, la Ligue 2, c'est loin. On n'y est pas encore, donc il faut d'abord travailler dans le championnat national. Une toute dernière question, Thibaut Jacques. On le sait aussi, beaucoup de changements au sein du club. Il y a eu l'arrivée d'un nouveau coach depuis quelques mois, hein. Chris, qui a remplacé Youssef Chibi, c'était en novembre. Le départ aussi du directeur général Jean-Luc Ariba. Est-ce que ça pèse dans les têtes ou ça, vous arrivez à en faire totalement abstraction forcément de ces changements en coulisses, mais qui influent directement, comme c'est l'entraîneur qui influe directement sur l'équipe première aussi? Forcément, on est impacté, puisque comme vous l'avez dit, l'entraîneur, voilà, c'est lui qui dirige l'équipe. Donc, forcément, ça a été des décisions et des choix qui ont impacté l'équipe. Maintenant, voilà, je pense que le groupe a réussi à faire abstraction, a réussi à avancer. Et je pense que on voit qu'avec le classement qu'on a aujourd'hui, on a réussi à mettre de côté tout ça.
Merci Thibaut et on vous souhaite bonne chance pour la suite de la saison. Vous l'avez dit, hein, Versailles qui sera sur les terrains, même sur le terrain de Jean Bouin. Ce sera ce week-end, ce sera même vendredi, une réception d'Orléans. Merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne soirée. On poursuit Nicolas avec un autre résultat. Alors là, on n'est plus en National, mais on passe en National 2 cette fois-ci. National 2, oui. Les Pissiaquais ont tenu en échec les joueurs de Granville sur leur terrain. Un match nul, 1-1. Poissy se classe à la 3e place derrière le leader Rouen et le Dauphin, le Racing Club de France. Le prochain match, il sera en Normandie chez les leaders rouennais. Une dernière information qui concerne... non, juste avant, je me perds un petit peu dans les fiches. On passe à un rendez-vous à ne pas manquer ce week-end, d'abord pour les passionnés de sport US, de foot américain. Oui. Alors, juste avant le Super Bowl qui opposera les Chiefs aux Eagles, ça sera dans la nuit de dimanche à lundi. Hein, Grégory, j'espère que vous serez devant votre télé. Bien sûr. Il y a le choix à la mi-temps qu'il ne faut pas manquer. Voilà, exactement. Alors avant d'aller aux États-Unis, il se passera quelque chose à Elancourt. Ce dimanche à 14h, les Templiers se déplacent sur le terrain des Diables Rouges de Villepinte pour leur 3e match de la saison dans le championnat de 2e division Casque d'Or. Les Élancourtois doivent absolument s'imposer après 2 défaites au compteur. Ils ont notamment perdu le dernier match sur tapis vert suite à une irrégularité de l'équipe médicale. Et s'ils veulent monter en fin de saison, ils n'ont pas le choix, il faudra gagner. Une dernière information cette fois-ci qui concerne les Jeux Olympiques de 2024. Oui, effectivement, Grégory, une course de préparation à l'épreuve de VTT des Jeux Olympiques de Paris 2024 sera programmée les 23 et 24 septembre prochains sur la colline d'Elancourt. Dans le jargon, on appelle cela un test event. Il y aura notamment des sportifs internationaux. Le site point culminant d'Île-de-France avec 231 mètres est actuellement en pleine transformation pour pouvoir accueillir 15 000 spectateurs lors des JO. Une fois terminée, la piste olympique sera un tracé de 4 km. Il sera emprunté par 72 athlètes en 2024. Alors, toute dernière chose, parce qu'on n'a pas vu tout à l'heure l'animation s'afficher, on parlait d'un événement Bike and Run qui se déroule à 50 ans en Yvelines ce week-end. Exactement, 10e édition de la Bike and Run à Guyancourt, organisée par le Triathlon Club Saint-Quentin en Yvelines. C'est aux étangs de la Minière, une course de 15 km pour les adultes à partir de 16 ans. Le rendez-vous est à 10h ce dimanche 12 février au centre sportif Les Trois Mousquetaires. Infos et inscriptions sur le site www.triathlon-sky.fr. Et on propose sur TV78, ce sera cette semaine, un reportage en immersion avec les féminines Rugby Women de Montigny-le-Bretonneux. C'est une séquence sportive qu'on va vous partager, un petit extrait avant le reportage qui sera disponible cette semaine sur notre antenne. Exactement, Grégory. Leur surnom, ce sont les Montaigneuses et je peux vous dire qu'elles sont vraiment teigneuses, les joueuses de rugby de Montigny-le-Bretonneux. Alors la semaine dernière, on les avait vues dans les vestiaires en pleine préparation à la fois psychologique et aussi mentale. La capitaine harangue les joueuses avant de rentrer sur la pelouse pour l'échauffement. Et justement, l'échauffement, c'est maintenant. Ça va être chaud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mettez-moi les 3 quarts sur les 4 plots ici, les avants sur les 3 plots, vite. Les boucliers vont... Avancez les boucliers. Les sprints. Allez, go! Dernier. Ok. C'est qu'on pensait qu'ils mettraient au moins une équipe pour nous respecter. Ils nous respectent pas, ils font démarrer leur équipe B. On va leur rouler dessus. Ils vous prennent pour des petits, ils veulent vous prendre de haut, on va leur rouler dessus. Faut qu'on leur montre qu'on est chez nous. Faut qu'on leur montre tout de suite qu'on a l'écro. La fille, elle est trop bas, vous la ratez, c'est pas grave. Tout le monde va en rater des plaquages aujourd'hui. Ouais. Ce qui est important, c'est celui d'après. Si chacune vous gagnez vos 1 contre 1, ça va le faire. Je veux que mes remplaçantes aujourd'hui, elles soient meilleures que les titulaires. C'est bon pour tout le monde? Oui. Allez, serrez. Allez, les filles. Allez, on est dedans, les filles, on est dedans. Allez, on peut s'en prendre tous les bouts, les chasubles, les vestes. Bon, rentre ton maillot dans ton shirt, toi. Tu rentres à la 20e, ok? Sois prête à la 20e. Et tu prends Dorsey avec toi pour l'échauffement. Voilà pour cet extrait de reportage complet à retrouver cette semaine sur l'antenne de TV78. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces informations sportives. Vous restez avec moi peut-être encore quelques minutes pour parler dans un instant des sujets d'actualité.
Et il y en a un ce soir à la une de l'actualité, c'est bien sûr cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Céline Charles qui est venue en plateau pour nous parler des perturbations à prévoir. À quoi faut-il s'attendre pour la journée de demain ? Mais en effet, les deux premiers mouvements avaient été très bien suivis et bien qu'elles semblent plus modérées, des perturbations sont à prévoir dans les transports et services publics pour demain. Alors dans les transports, justement, la SNCF invite les voyageurs à annuler ou reporter leurs déplacements. Ce sera également compliqué en Ile-de-France. Comptez un train sur 3 pour les lignes N, L et J et 2 trains sur 3 pour la ligne U. Le RER A et B seront également perturbés. N'hésitez pas bien sûr à vous rendre sur les sites de la RATP ou transilien.com pour connaître le trafic en temps réel. Les syndicats de l'éducation seront également mobilisés ce mardi. Le 31 janvier dernier, on observait un taux d'enseignants grévistes de 25,9% selon l'éducation nationale. Les syndicats en recensaient eux 50%. Un nouvel appel à la grève massive et à la manifestation a été lancé par l'intersyndicale et les syndicats lycéens et étudiants. Pensez à vous renseigner auprès de votre mairie pour des informations plus précises concernant notamment les établissements scolaires. Dans les raffineries, la CGT a également appelé à débrailler sur 48 heures, mais pendant ces 2 jours, il n'y aura pas d'arrêt de production, seulement une baisse de débit. Cela ne devrait donc pas avoir d'impact à la pompe. Pour cette journée de mobilisation, plus de 15 cars vont partir de plusieurs villes du département pour rejoindre la place de l'Opéra à Paris. On retrouve par exemple Mantes-la-Jolie, Poissy, Trappes, Élancourt ou encore Versailles. Une nouvelle journée de mobilisation est d'ores et déjà prévue le 11 février prochain, mais pour l'heure, la SNCF n'appelle pas à la grève. Merci Céline pour toutes ces précisions et on parle justement de ce sujet avec notre invitée par visioconférence Natalia Pouzirev qui est normalement connectée. Vous nous entendez bien ? Très bien, merci. On vous entend également. Bonsoir, vous êtes donc la députée Renaissance de la 6e circonscription des Yvelines. On parle avec vous dans un instant de cette conférence débat que vous organisez à Saint-Germain-en-Laye sur la thématique de la fin de vie. Mais forcément, le sujet du jour, c'est aussi cette réforme des retraites. Le texte est examiné depuis aujourd'hui dans l'hémicycle par les députés. Alors, on avait eu une forte mobilisation le 31 janvier. Il y a un sondage aussi IFOP qui est sorti hier qui fait état que 69% des Français seraient contre la réforme et le texte entre aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on le sait, avec ces 20 000 amendements déposés par l'opposition, des motions également de rejet. Quelle était l'ambiance cet après-midi là ? Quelle est l'ambiance au sein de l'Assemblée nationale ? Bien, écoutez, nous sommes en train de lancer le débat, mais le démarrage a été difficile, a été très chahuté, je veux dire, puisqu'il y avait des contestations, des arguties juridiques, mais finalement, nous allons procéder à des premiers votes. Et j'espère que les esprits seront un peu plus apaisés par la suite. C'est une semaine décisive pour la majorité avec l'examen en première lecture de ce texte. Vous l'abordez comment cette semaine ? Bien, écoutez, comme je disais, la majorité est solide. Nous avons fait notre propre travail d'amendement. Nous espérons seulement que le débat aura lieu parce que, en l'état actuel des choses, il y a 18 000 amendements déposés par la NUPS et que c'est de l'obstruction caractérisée. Ça veut dire que nous avons jusqu'au 17 février et nous ne sommes pas forcément à même d'examiner tout le texte. Et ça, c'est un regret parce que nous avons construit quelques amendements sur lesquels nous aimerions qu'il y ait un vrai débat et que le débat de fond puisse se dérouler dans le meilleur état d'esprit, dans le calme possible. Mais ce n'est pas visiblement ce que veut la NUPS. Alors vous allez devoir retourner bientôt dans l'hémicycle, donc on va aborder le deuxième sujet, celui pour lequel vous êtes venu nous parler, c'est donc cette conférence débat qui est organisée ce jeudi à Saint-Germain-en-Laye, la fin de vie, parlons-en ensemble, c'est à la salle Jacques Tati, le début de la conférence est fixé à 19h30, on va peut-être pouvoir avoir une animation s'afficher pour avoir toutes les informations et ce sera en présence de la ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, Agnès Firmin-Lebaudot, de députés également et aussi de représentants du monde médical et associatif. On précise juste qu'il y a en ce moment toute une réflexion autour de la fin de vie. Il y a une convention citoyenne qui réunit 150 Français et qui planche sur le sujet, qui doit rendre ses conclusions en mars. Et le président de la République a parlé aussi d'une nouvelle législation qui pourrait voir le jour d'ici la fin 2023. Pourquoi organiser cette conférence débat, Natalia Pouzirev ? C'est pour nourrir le débat justement au niveau départemental, au niveau régional ? Absolument, pour nourrir le débat et j'espère que nous pourrons d'ailleurs faire un compte rendu et le remonter à la ministre directement qui sera là. Mais c'est aussi parce que j'ai été interpellée très régulièrement sur le sujet. C'est une question qui intéresse les habitants de la circonscription. Je pense que effectivement nous sommes tous confrontés tôt ou tard
au sujet de la fin de vie d'un proche ou à se poser des questions en ce qui nous concerne. Et donc, ce débat doit répondre à une attente. Il doit être, je pense, permettre de voir tous les aspects de la question. Moi, j'ai tenu à ce qu'il y ait un philosophe qui soit là pour nous éclairer sur les questions d'éthique. Il y aura aussi l'ancien député Claes qui représente le Conseil national d'éthique et qui était porteur de la loi Claes-Leonetti qui fait référence aujourd'hui. On verra donc avec ses représentants ainsi que des représentants de l'association ADMD qui prône le droit de mourir dans la dignité, ainsi qu'avec le corps médical qui sera présent également. On verra s'il y a d'autres équilibres à trouver, des évolutions à envisager à cette loi. En tout cas, nous sommes prêts pour accueillir tous les publics qui s'intéressent à cette question qui, je le dis bien, est forcément universelle. Évolution ou pas de cette loi, statu quo, on le précise, la loi Claes-Leonetti interdit l'euthanasie et le suicide assisté aujourd'hui. C'est la loi qui est en vigueur, vous le disiez. On peut aller vers une évolution, mais tout est ouvert, parce que Emmanuel Macron disait avant l'élection présidentielle vouloir aller au-delà, peut-être sur le modèle belge, et dépénaliser l'euthanasie, finalement, avant de dire qu'il n'y avait pas forcément un modèle qui prédominait. Tout est ouvert aujourd'hui, encore ? Absolument, tout est ouvert parce que je crois qu'il faut avoir la parole des experts aussi. C'est pour ça que lors de ce débat, il y aura aussi une psychologue et une infirmière des soins palliatifs. Donc les personnes qui vont justement, qui approchent au plus près le patient en fin de vie. Et il y a aussi des questions légitimes que se pose la population sur ses droits, sa liberté de pouvoir décider de sa fin de vie. Donc je crois que ça reste très ouvert. Et il y a des cas particuliers comme par exemple la maladie Charcot. Il faut savoir comment on peut traiter ces cas très graves qui plongent les malades dans une grande douleur et sans pouvoir agir sur leur propre destin. Et enfin, je pense qu'il y a une question déjà évidente, c'est d'avoir des soins palliatifs qui soient dotés et répartis également sur le territoire. Car en tout cas, il ne doit pas y avoir d'inégalité d'accès aux soins palliatifs. Ce n'est plus possible aujourd'hui dans la France si on veut pouvoir accompagner dignement jusqu'au bout les personnes en fin de vie. Et vous l'avez dit aussi, l'objectif c'est de faire remonter les conclusions, tout ce qui va être dit au cours de cette soirée. L'idée c'est de pouvoir les faire remonter. Absolument. Moi, je pense que nous aurons un compte-rendu qui sera disponible en sortie de débat avec quelques remarques pertinentes. On ne va pas tout réinventer, mais j'espère que les échanges croisés permettront d'enrichir le débat. Et comme la ministre sera présente, elle aura donc ces éléments de réflexion à portée de main. Merci Natalia Pouzireff, on va vous laisser retourner dans l'hémicycle, on le disait, avec une semaine chargée pour la majorité et le début de l'examen dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale par les députés de ce projet de loi sur la réforme des retraites. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, donc c'est jeudi 9 février à 19h30, salle Jacques Tati, Saint-Germain-en-Laye. Merci. Voilà, bon, on le rappelle, on va voir peut-être une nouvelle fois l'animation s'afficher pour toutes les informations avec donc cette conférence débat sur la fin de vie. Ce sera jeudi à 19h30 à Saint-Germain-en-Laye, salle Jacques Tati. Pour retrouver le lien d'inscription, on se rend directement sur les comptes Facebook et Twitter de Natalia Pouzireff, je le rappelle, députée de la 6e circonscription des Yvelines, qui était avec nous. On va parler à présent d'Europe. Si je vous dis Europe en plateau, est-ce que ça vous évoque quelque chose, Nicolas ? L'Union européenne. C'est ce qui m'est passé par la tête aussi. Vous saviez qu'il y avait une maison de l'Europe dans les Yvelines ? Oui, forcément, on en parle. Il y a même la maison qui a peut-être donné naissance à l'Union européenne, la maison Jean Monnet à Bazoches-sur-Guyane, où ont été rédigées les prémices du traité de Rome, forcément fondateur de cette Union européenne. On ne parlait pas d'Union européenne encore à l'époque, mais en tout cas, ça a jeté les 1957. Le traité de Rome ? Oui, c'est ça. C'est ça ? On confirmera peut-être en régie. On va parler d'Europe justement à présent. C'est pour ça que je vous ai lancé sur la question avec la nouvelle étape pour Gira sur les initiatives vertes en milieu rural, ce projet Erasmus+ de la Maison de l'Europe des Yvelines, auquel sont associés également des pays étrangers, la Grèce, l'Allemagne, la Pologne, la Suède et aussi les Pays-Bas. C'est d'ailleurs aux Pays-Bas que les délégations se sont retrouvées pour découvrir ce qui est fait en faveur de l'environnement, des idées dont on pourrait s'inspirer. On regarde tout de suite le reportage de Corentin Alonso de nos confrères de Radio Sensation.
Vendre ses produits directement aux consommateurs, voilà le mode de fonctionnement de cette coopérative alimentaire située à Sibbranda-Boren, en Frise. Dans ce potager en permaculture, on récolte une centaine de fruits et légumes différents que l'on peut se procurer avec un abonnement saisonnier. En Frise, il y a plusieurs de ce type de jardins et ça augmente. Ça permet que les gens aussi connaissent les légumes, ils savent d'où ils viennent. Et comme ça, on fait un lien entre les producteurs et les consommateurs. Dans la région, on recense plus de 200 initiatives semblables liées à l'économie circulaire. Depuis la guerre en Ukraine, réduire sa consommation de gaz est devenu un devoir stratégique pour l'Union européenne. À Aigues, village de 2000 habitants, à côté d'un grand lac, on a décidé de miser sur l'aquathermie. Nous travaillons sur un gros projet. Prendre la chaleur du lac en été, l'enterrer profondément dans le sol. La chaleur restera là. Et en hiver, on pourra grâce à des moyens technologiques la déterrer pour chauffer les maisons. On n'aurait plus besoin de gaz, mais nous pourrions chauffer les maisons grâce à la chaleur de l'eau. Dernière visite pour les délégations du projet Gira, It's Sweater House, un bâtiment administratif d'une centrale électrique construit avec 44% de matériaux recyclés, avec parfois des techniques inattendues comme cette table réalisée à partir d'anciens jeans. Et c'est donc une autre façon de concevoir des buildings, des maisons, qui permettent de prendre en charge et de prendre en considération tous les problèmes liés à la construction. J'étais impressionné par une table qui est en fait une table de comprimé de jeans anciens qui a été comprimée avec une sorte de colle biologique et c'est assez impressionnant pour ça. Les délégations du projet Gira se retrouveront en Allemagne du 23 au 26 février. Et ce projet autour de l'environnement en Europe sera l'objet d'un numéro spécial de Zone Europe de nos confrères de Radio Sensation, à retrouver justement sur Radio Sensation dès samedi à 19h et également sur tv78.com. Avant de se quitter, on fait un nouveau point sur la météo de demain. Et le retour du froid dans les Yvelines, il faudra vous couvrir et peut-être gratter votre pare-brise, mais le soleil sera de la partie. Il fera 0 degré le matin à Mantes-la-Jolie, Versailles et Houdan, et même moins 1 degré à Rambouillet dans le sud du département. Dans l'après-midi, toujours le soleil et le froid, c'est toujours un poil plus frais à Rambouillet avec 4 degrés, 5 degrés sur le reste du territoire. Et ce mardi 7 février, c'est la Sainte-Eugénie. Vous connaissez des Eugénies, Céline? Pas du tout. Eh bien, bonne fête Eugénie, à Eugénie qui est la sœur de Justine Brasier, notre ancienne collègue de TV78. Voilà, petit clin d'œil à Justine. C'est la fin de ce 7-8. Merci Nicolas, merci Céline. Et on va se quitter sur ces images, regardez, qui ont été tournées par l'association du Dragon Bleu à Triel-sur-Seine, puisqu'on célébrait le Nouvel An chinois. Il se poursuit encore quelques jours le Nouvel An chinois, année du Lapin d'eau. Et le Nouvel An chinois à Triel-sur-Seine est organisé depuis quelques années par l'association du Dragon Bleu. 4000 personnes ont participé à cet événement et vous le voyez avec à chaque fois des défilés traditionnels dragons, de belles images, voilà, pour célébrer le Nouvel An chinois. Merci d'avoir été avec nous et une très belle soirée sur TV78.